Bonjour et bienvenue dans Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho. Cette semaine, il s'agit d'un Tracker Talk qui se focalisera sur la finance à impact, à savoir les stratégies d'investissement qui, en plus de la rentabilité, cherchent à avoir un impact positif sur l'environnement, sur la société dans son ensemble ou sur la gouvernance des entreprises. Initiatives et investissements qu'on regroupe souvent sous la bannière ESG. Vous vous souvenez, ces trois lettres maintes fois abordées dans Tracker et qui font du bien à notre planète. Pourtant, la thématique ESG est devenue un sujet presque tabou à Wall Street, alors que l'administration Trump a mis brutalement un terme à différents programmes liés par exemple au climat. Elle a aussi fait une croix sur de nombreux incitants fiscaux qui étaient vitaux pour ce qu'on appelle l'économie verte, comme dans l'éolien offshore par exemple. Ce changement de direction des Américains a eu un effet négatif en bourse pour bon nombre d'entreprises actives dans l'énergie verte. Certains fonds ont aussi subi des pertes importantes. Toutefois, au terme du premier semestre de l'année, on peut dire que les fonds ESG ont enregistré des performances assez correctes par rapport aux fonds traditionnels. Historiquement moins volatile, l'ESG a aussi donné de bons résultats aux investisseurs sur le marché obligataire. Alors est-ce que la finance durable a encore de beaux jours devant elle ? Comment un particulier peut-il investir dans la finance à impact ? Et comment mesurer l'impact positif de ces investissements ESG ? Et quels sont les freins au développement de ce type d'investissement ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons réuni autour des micros de notre podcast Fanny Nosetti-Perrault, la CEO de la banque de Luxembourg Investment, et Nicolas Crochet, cofondateur de Funds for Good. Bonjour. 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 Alors l'année 2025 a mal commencé pour les initiatives liées à la finance durable et les stratégies dites ESG. Nous avions réalisé une émission sur le sujet au début de l'année. On écoute ce que nous disait alors Vanessa Temple, ESG Lead chez ING Belgique. On voit notamment au niveau des banques ou de certains gestionnaires d'actifs qui sortent des alliances net zéro, comme la Net Zero Bank Alliance, qui est celle des banques, mais il existe toujours une alliance similaire pour les asset managers. Mais pour nous, la discussion doit vraiment être centrée davantage sur les actions que l'on prend plutôt que de savoir qui est dans quelle alliance. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous faire réagir à cet extrait qu'on vient d'entendre en vous demandant à quel point les premiers mois du second mandat de Donald Trump ont-ils eu un impact sur votre travail ? C'est vrai que la façon dont le président des États-Unis envisage l'ESG est très loin de la façon dont nous l'envisageons. Et de manière générale, tous les États conservateurs aux États-Unis ont plutôt tendance à politiser énormément l'ESG. Donc pour nous, c'est un peu plus compliqué d'avoir de bonnes informations de la part des entreprises américaines. Et c'est aussi compliqué pour les entreprises américaines de se positionner officiellement sur des vrais objectifs liés à l'investissement socialement responsable parce que typiquement, le Texas a établi une liste noire des sociétés de gestion qui ont banni les énergies fossiles. Donc difficile. À l'époque, c'était déjà en 2022, il y avait Ron DeSantis qui avait dit que pour le fonds de pension en Floride, il n'était pas question d'aller sélectionner des fonds qui mettaient en place des politiques ESG. Donc c'est sûr que les entreprises, en ce moment, c'est compliqué pour elles de parler d'ESG. Après, on peut ne pas forcément en parler et malgré tout, prendre en considération au quotidien les problématiques liées à l'ESG. Oui, je suis tout à fait aligné avec ce que dit Fanny là-dessus et finalement... ce que fait ou ne fait pas Trump a des conséquences qui sont dramatiques. Nous devons faire des choix, à savoir est-ce qu'on reste en tant que spectateur face à ce qui se passe ou est-ce qu'on veut être acteur et effectivement de prendre des décisions et actions face à ces enjeux qui, en réalité, c'est pas parce qu'on peut moins en parler dans certains pays que ces enjeux ne sont plus présents et que les problèmes ne s'aggravent pas. Donc nous avons résolument fait le choix de nous y attaquer. Et je discutais récemment avec un gérant américain qui, quand il venait en Europe, nous expliquait tout ce qu'il mettait en place en matière de sélection de titres ESG. Et pour lui, c'était important de prendre en considération aussi bien le financier que l'extra-financier.
Mais il disait que quand il était aux États-Unis et qu'il parlait au fonds de pension des pompiers de l'Arkansas, il ne mettait en avant dans sa méthodologie que la partie financière. Et donc depuis à peu près 1 an, vous avez mis au point un fonds à double impact, un fonds qui s'appelle Double Impact. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça s'est passé et pourquoi avoir choisi cette voie ? Alors, au départ, quand on parle de double impact, on parle d'un impact en termes de méthodologie d'investissement et choix des valeurs, et également conséquence de ce qui se passe lorsqu'on investit dans le fonds. Et c'est là, pour cette partie qu'intervient Funds for Good, dans le sens où Funds for Good, c'est surtout le résultat d'une expérience personnelle qu'a eu tant mon associé Patrick Somorozen que moi, à savoir que on a démarré notre carrière tous les deux dans le secteur privé, mais en parallèle de ça, on a vécu des expériences en tant que bénévole dans diverses associations. Et une question qu'on s'est posée, évidemment, c'est que lorsqu'on veut pouvoir s'occuper de projets, ces projets, ils ont besoin d'argent. Et on voit énormément d'ASBL ou de fondations ou d'autres organisations à but non lucratif autour de nous qui passent énormément de temps à devoir lever de l'argent pour pouvoir appliquer leurs projets. Et nous, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, on voudrait s'occuper d'un problème social, mais nous ne voulons pas passer notre journée à faire du fundraising, donc il faut qu'on mette en place un système qui permette à ce projet social de tourner. Et l'idée qu'on a eue venant du secteur privé, ça a été de créer une entreprise qui développe des fonds d'investissement. Comme le savent beaucoup de vos auditeurs, un fonds d'investissement, c'est quoi ? C'est une société de gestion qui gère donc qui procède à des achats et des ventes de valeurs pour le compte des investisseurs, et les sociétés de gestion font ça en contrepartie de frais de gestion. Et voilà, donc les revenus des fonds Funds for Good sont en réalité les revenus pour Funds for Good sont les frais de gestion. Et ce que nous avons décidé de faire, c'est de redistribuer en fait une partie de ces frais de gestion pour des projets ici en Belgique dont on parlera plus tard et qui nous paraissent justes. Et ici, l'idée de cette collaboration justement, c'est que à travers ce que nous avons fait, on a développé une collaboration déjà de très long terme. Ça fait 14 ans qu'on travaille avec BLI, qui est vraiment un partenaire sérieux, fidèle et qui nous a toujours accompagnés. BLI qui est la banque de Luxembourg Investment, dont la CEO est avec nous. Alors, qu'est-ce qui vous a plu pour rejoindre cette aventure et participer avec votre organisation à ces financements ? En fait, quand on s'est posé la question de l'impact, chez BLI, on gère ce qu'on appelle des fonds vanille, dans le sens où on investit en actions ou en obligations. On ne fait pas de private asset, donc on ne fait pas de private equity, pas de private debt. Et c'est vrai que quand on parle d'impact, souvent c'est un mot dans la finance qui est plutôt réservé à tout ce qui est private asset, parce que concrètement on va investir dans un projet éolien, de ce genre de choses où à la fin il y a un résultat qui peut être montré. Nous on investit dans Ørsted, pas dans les éoliens en tant que tels. Enfin, on peut en tout cas investir dans ce type de titre. Et donc c'est vrai que parler d'impact de ce côté-là, c'était pas forcément évident. Donc avec toute la réglementation SFDR, tout ça maintenant est un peu aplani. Ça reste néanmoins du marché secondaire. Donc on voulait faire ça extrêmement sérieusement au niveau de la définition de nos actifs durables, de vraiment réfléchir à la façon dont on voulait le faire, mais on se disait qu'il allait probablement manquer quelque chose. Et Funds for Good, c'était naturel, parce que là, pour le coup, oui, nous, on fait de l'impact en essayant de sélectionner des titres qui sont des actifs durables et qui, sur le long terme, pourraient changer les choses. Mais à côté, le fait de savoir que concrètement, il y a des entrepreneurs qui vont être financés, ça, franchement, c'était le meilleur des deux mondes. Et donc, les fonds sont concentrés sur les actions et les obligations. C'est une répartition 50-50. Comment vous faites pour composer ces fonds ? Donc, il y a deux fonds. Il y a un fonds action globale, donc uniquement des actions. C'est un fonds selon la réglementation SFDR article 9. Donc, c'est uniquement des entreprises qui, au sens de notre définition de l'actif durable, sont des actifs durables. Et puis, il y a effectivement un fonds flexible sustainable qui, pour le coup, peut être investi à la fois dans des obligations ou des actions et qui, lui, au sens SFDR, est article 8. Alors j'imagine, avec toute la réglementation, tout le reporting, les bilans, vous les faites très régulièrement, mais globalement, après une grosse année de lancement, quel est le bilan ?
Alors, donc, on parle d'une année de lancement pour la collaboration autour du fonds Global Impact Equities. L'autre fonds que mentionnait Fanny existe depuis 8 ans. Alors, le bilan, c'est quoi ? Déjà, il est très vaste. La collaboration a permis à Funds for Good de démultiplier son impact, bien entendu. Je vais donner l'exemple de Lucide, qui est en fait une entreprise absolument magnifique, qui est basée ici en Belgique, qui a décidé de s'attaquer au problème de la fast fashion, où effectivement on est tous très conscients des problèmes de ces industries textiles qui se développent principalement en Asie, des problèmes de pollution, des problèmes de non-respect des droits de l'homme. Eh bien, ce que Jean a décidé de faire avec Lucide, c'est de recréer déjà des vêtements qu'on ait envie de porter, à la mode, étudier des beaux vêtements qui soient solides pour justement éviter ce phénomène de fast fashion et surtout de fabriquer lui-même son tissu. Et comment il fabrique son tissu ? Eh bien, d'une part, il recycle des déchets de coton pour refaire une fibre de coton qu'il mélange à une fibre synthétique pour solidifier. Et cette fibre synthétique est en réalité du fil qui est constitué à partir des bouteilles d'eau en plastique qu'on met dans les poubelles bleues ici en Belgique. Et grâce à ça, il reconstitue un tissu et il fait créer ses vêtements et il les assemble ici en Belgique, justement également dans des ateliers, dans certains cas dans des ateliers protégés pour pouvoir justement être le plus inclusif possible dans son modèle. Il parvient à sortir des collections de vêtements qui sont magnifiques à des prix qui sont tout à fait concurrentiels par rapport aux grandes marques qui sont souvent portées par les jeunes. Et j'étais très heureux de voir qu'aujourd'hui, la majorité des membres de l'équipe de BLI portent les vêtements de Lucide. Absolument. Pour nos 20 ans, on a fait faire un sweatshirt à Lucide. Et tout le monde a un sweatshirt Lucide maintenant. Très circulaire. Complètement. Mais donc, est-ce que vous, dans votre travail de composition de fonds, d'ingénierie financière, vous vous imaginiez pouvoir être aussi proche de sociétés, d'avoir un impact aussi direct sur les sociétés qui nous entourent ? C'est l'avantage de Funds for Good et de leur idée de se dire il faut qu'on arrive à financer des entrepreneurs proches des clients. Et c'est vrai que pour nous, même à titre personnel, il y a l'aventure évidemment de gestion des fonds, mais même à titre personnel, nous, les collègues de BLI, c'est toujours un plaisir de rencontrer les entrepreneurs qui ont été financés et d'aller manger dans leur restaurant, manger leurs gâteaux, aller voir leur boutique de vêtements. Franchement, c'est emballant. Encore une question pour Fanny Nozetti-Perrault concernant le regard que le monde de la finance porte au développement de ce type de projet. J'ai l'impression que on a passé une grande étape ces dernières années et qu'aujourd'hui ce n'est plus anecdotique en fait. On se rend compte qu'il y a des débouchés et une demande de l'économie réelle pour avoir des sources de financement plus claires, plus propres, plus respectueuses des principes ESG. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Ces derniers temps, c'est plus compliqué. On a eu toute une période où c'est vrai que l'ESG avait vraiment les vents dans le dos. C'était une vraie discussion. On se mettait tous autour de la table et on réfléchissait à la façon dont on voulait faire avancer tout ça. Ces derniers temps, bon, justement, bien sûr, avec l'élection de Donald Trump, mais pas seulement, on est plutôt dans une zone de turbulence. La finance durable, c'est plus forcément le sujet majeur à l'intérieur des discussions des sociétés de gestion. Mais voilà, ceci étant dit, c'est pas une raison pour continuer à travailler le plus sérieusement possible et à continuer à se dire qu'une entreprise qui prend en compte toutes ses parties prenantes, qui s'envisage sur le long terme et qui donc à long terme doit prendre en compte tout un tas de risques et pas uniquement les risques financiers, ça fait encore pleinement du sens. Et alors ça a changé, est-ce que c'est au point de menacer certains financements qui sont prévus pour Funds for Good ? Alors, menacer, non, dans le sens où, comme on le mentionnait tout à l'heure, est-ce qu'on peut encore parler d'ESG ? On ne peut pas parler d'ESG. Nous, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on présente notre collaboration et qu'on présente au secteur financier ou aux investisseurs privés ce que nous faisons, la réaction, c'est une adhésion forte à notre projet. Comme le disait Fanny, on a de plus en plus de bénévoles qui nous accompagnent dans le coaching des entrepreneurs,
qui font également partie de comités crédit, parce qu'on étudie bien entendu les demandes de prêts d'honneur des entrepreneurs qui s'adressent à nous. Mais également, je voudrais certainement pas oublier les très nombreux partenaires distributeurs de nos solutions d'investissement, parce que nous ne nous adressons pas directement aux investisseurs privés. Donc, Funds for Good s'adresse, elle collabore avec des professionnels qui, eux, proposent nos solutions d'investissement. Et en fait, on constate que ce nombre ne faiblit pas. Donc, on parle d'humain à humain dans le secteur de la finance. Il y a encore moyen, en réalité, ça existe toujours, et on espère d'ailleurs de plus en plus. Donc, de ce côté-là, le risque n'est pas là. Le risque est aujourd'hui ailleurs. C'est qu'on voit que effectivement, les discours se polarisent. On assiste à une croissance phénoménale de fonds indiciels, les trackers, également d'une croissance très très forte dans les Magnificent Seven, et ça occulte un petit peu tout le reste. On voit des parallèles dans le secteur de la finance durable, en fait, ces fonds investissent souvent dans des entreprises de qualité, et en général, c'est un secteur qui souffre pour l'instant. L'économie fonctionne en cycle. On espère que celui-ci reprendra. Donc, ce qui est très important aujourd'hui, le grand challenge des fonds durables, c'est effectivement de pouvoir démontrer d'une performance financière qui soit satisfaisante pour les investisseurs. On entend chez les jeunes des questions qui viennent sur est-ce que réellement leurs investissements divers sont faits de manière correcte? Est-ce qu'au bout, en bout de chaîne, ça va servir vraiment à leurs objectifs de base? On voit aussi que le crowdfunding, le crowdlending devient très populaire, beaucoup dans l'immobilier. Ici, on parle de fonds. En quoi un jeune investisseur qui mobilise son épargne en passant par des produits comme ceux qui sont développés chez BLI change, en fait? C'est la question clé. En investissant, par exemple, dans un tracker, mettons sur ce S&P 500 décarboné, l'investisseur va bénéficier d'un rendement financier point barre sur son investissement. Il n'y aura pas d'autres conséquences. La mécanique que nous avons mis en place chez Funds for Good, c'est de permettre la tangibilité de l'impact et la traçabilité de l'impact. Non seulement il bénéficie du rendement financier, mais en plus, son investissement va servir. Quand on parle des frais, nous mettons un point d'honneur à ce que la facturation totale, si vous voulez, d'un fonds, des fonds BLI, Funds for Good, soit tout à fait compétitive par rapport au marché. Et alors, même question pour donner un peu plus de concret à ceux qui nous écoutent. Combien coûte une ligne d'un fonds à double impact pour un investisseur particulier? Les commissions de gestion pour un fonds BLI, Funds for Good BLI Global Impact, c'est 1,5% de frais de gestion, voilà, comme n'importe quel fonds en dehors évidemment des ETF, pour le coup, là on est sur des tarifs différents, mais oui, c'est ça le coût d'une part. Dernière question, comment est-ce que vous voyez l'avenir? Est-ce que vous allez développer d'autres fonds? A priori, pas d'autres fonds. Il faut qu'on se concentre sur sur les 2 fonds qu'on gère avec Funds for Good. Il faut qu'on arrive à générer une bonne performance. Il faut qu'on arrive à démontrer que le fait d'avoir des fonds qui sont très concentrés sur une analyse extra-financière permet de générer un rendement, tout ce qu'il y a de plus classique par rapport aux autres fonds. Ça, c'est vraiment notre objectif. Ouais. Et de l'autre côté, au niveau du développement, bien entendu, on veut surtout pas se positionner en dehors de leçons. Nous, on développe notre projet social en collaboration avec nos partenaires financiers et avec les investisseurs. Maintenant, les développemps sont vastes, mais tout en étant conscient qu'on fait notre petit projet à notre petite échelle. C'est un peu la légende du colibri. C'est notre philosophie. C'est qu'on fait notre part et c'est ce qu'on partage avec tous nos partenaires. Donc, qu'est-ce qu'on est occupé à développer? Eh bien, aujourd'hui, on développe des verticales, à savoir des programmes orientés vers des problématiques qui nous paraissent justifier de construire un programme à leur sujet. Par exemple, l'entrepreneuriat féminin.
On termine donc ce podcast comme le veut la tradition dans Tracker, en donnant la possibilité à nos invités de poser une question à nos auditeurs, question que nous relayerons sur nos réseaux sociaux. C'est donc l'heure de la question au Tracker de l'Écho. Si vous souhaitez y répondre ou discuter avec nous, écrivez-nous à l'adresse podcast@leco.be ou rejoignez notre groupe Les Trackers de l'Écho sur Facebook. Alors, est-ce que vous avez préparé une question à nos auditeurs ? Est-ce que vous avez envie de leur poser une question ? Moi, j'aimerais demander aux Trackers de l'Écho ce qui pour eux constitue un bon titre à faire rentrer à l'intérieur d'un fonds durable. Nous, dernièrement, on se pose toujours cette question parce qu'effectivement, la logique, c'est d'aller sur des thématiques qui sont très ESG, justement, l'éolien. Et j'ai donné l'exemple de Ørsted tout à l'heure. C'était pas forcément le meilleur exemple en termes de parcours boursier parce que ces derniers temps, c'est particulièrement difficile. Et de manière générale, les thématiques qui sont très ESG, comme par exemple l'éolien ou le solaire, c'est pas forcément les meilleurs titres qui fonctionnent en bourse. Donc il faut qu'on aille chercher plutôt des idées plus larges, plus diversifiantes, mais qui de temps en temps ne sonnent pas à première vue typiquement ESG. Et donc je serais curieuse de savoir si ça peut intéresser néanmoins des investisseurs durables. On va donc demander alors à nos auditeurs de vous donner des conseils financiers. Si vous souhaitez répondre à Fanny Nosetti-Perrault ou à Nicolas Crochet, rejoignez le groupe Facebook Les Trackers de l'Écho ou écrivez-nous à l'adresse podcast@leco.be. Il me reste plus qu'à remercier nos invités de la semaine, mais Nicolas me dit qu'il veut rajouter... Moi, j'ai aussi une question pour les auditeurs. Si eux investissaient dans des solutions telles que celles que nous avons présentées, qui généraient un impact près de chez eux, quels seraient les projets qui devraient, selon eux, être financés ? Quels sont les grands sujets, tant au niveau environnemental et social, qui devraient être traités avec priorité ? En priorité. Et sous quel rayon aussi géographique ? Parce que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir financer des choses qu'on voit grandir dans son quartier, dans sa rue, dans sa commune. À proximité géographique de chez eux. Donc, ici en Belgique. Alors, si vous souhaitez répondre aux deux questions de nos invités, rejoignez le groupe Facebook Les Trackers de l'Écho ou écrivez-nous à l'adresse podcast@leco.be. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho. Il ne me reste plus qu'à remercier nos invités de la semaine, Fanny Nosetti-Perrault et Nicolas Crochet. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.